Voilà, il est 9h15, nous avons l'habitude de démarrer exactement à l'heure prévue. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce colloque que j'appelle le colloque de chair qui fait suite au cours que j'ai donné et dont le menu figurait ici, comme vous voyez, en janvier et en février de cette année. Et le colloque porte le même titre. Mon cours de cette année se proposait de placer les arts sous le regard des sciences sociales et d'examiner les défis à relever complémentairement ou concurremment, les disciplines peuvent se faire concurrence, par ces différentes disciplines face aux singularités des arts. J'ai voulu montrer pourquoi il était fécond de multiplier les perspectives disciplinaires sur un domaine de la production humaine dont les caractéristiques n'ont jamais cessé d'intriguer. Et pour ce colloque, j'ai réuni, et il et elle sont présents ici, une juriste, un généticien de la littérature, une historienne d'art, un économiste, un acteur et analyste des organisations artistiques et 3 spécialistes des recherches statistiques sur la culture et sur les artistes. Je les remercie toutes et tous chaleureusement d'avoir accepté mon invitation. Et je remercie en particulier celles qui sont venues de loin, c'est-à-dire de New York, Jane Ginsberg et Diane Bedard. Dans ce programme que je m'étais fixé pour le cours, qui est à gauche sur l'affiche, c'est une affiche de Brancusi qui scie de quoi faire son œuvre, et dont le titre était le même que celui de ce colloque. Je n'ai pas eu le temps de traiter le dernier sujet que j'avais programmé, qui est entouré ici en rouge, celui qui s'intitulait « Y a-t-il une science des œuvres ? Ambition et limites des sciences sociales ». Un certain nombre de chercheurs, de scientifiques, parmi les plus illustres, ont prétendu inventer une science des œuvres. Sont-ils arrivés ou pas ? J'ai laissé prudemment, ou peut-être imprudemment, de côté cette question. Consacrer 2 heures de cours à répondre à une telle question était un défi que je n'ai pas pu ou pas su relever. Je n'avais pas le temps, mais enfin. Mais les exposés d'aujourd'hui combleront peut-être cette lacune et apporteront certainement des réponses. Nous verrons en effet d'abord que les artistes ne sont plus seuls à produire des œuvres. Les algorithmes d'intelligence artificielle sont entraînés désormais soit pour collaborer avec les créateurs, soit pour occuper purement et simplement la position de créateur de contenu. Si des œuvres sont ainsi créées par des machines, peut-on déchiffrer mieux l'invention créatrice dès lors qu'on sait inventer des machines qui inventent ? Voilà une bonne question philosophique, mais pas seulement philosophique. On le verra. L'ingénierie des algorithmes mime-t-elle la création ou invente-t-elle ce qui, selon une définition reçue de la créativité, doit être à la fois original, nouveau et doté de valeur pour des publics ? La question de la genèse des œuvres est aussi au cœur d'un domaine de recherche, la génétique littéraire et artistique ou la critique génétique, qui a renouvelé l'exploration des œuvres et qui a pu concurrencer d'autres approches. L'une des contributions de cette génétique littéraire réside dans la mise en évidence du cheminement complexe de l'écriture lorsque la matière documentaire qui enveloppe les œuvres, les brouillons, les versions successives, les révisions, etc. Toute cette matière qui est laissée par les créateurs, cette exploration de cette matière soutient efficacement la formulation de conjectures sur le processus de création et sur ce qui aurait pu advenir si d'autres voies avaient été empruntées. S'agit-il d'une nouvelle science ? La complexité du processus de création et son extrême variabilité découragent certainement une épistémologie positiviste qui, comme vous le savez, ne prétend connaître de science que du général et qui proscrit une science de l'individuel. Mais ici, nous sommes dans l'individuel au sens fort du terme. Et donc, sommes-nous en deçà, au-delà ou au cœur d'une science possible des œuvres ? L'un des fils rouges de la matinée peut être formulé en termes de droit et de pouvoir. Que devient le droit d'auteur à l'ère de l'intelligence artificielle et celle-ci a-t-elle le pouvoir d'inventer réellement ? La génétique littéraire a-t-elle un pouvoir analytique et explicatif que n'ont pas d'autres approches des arts ?
Et s'agissant du troisième exposé de cette matinée, de quels enjeux de pouvoir la production d'images, de portraits de souverains ou de papes est-elle le terrain agonistique ? Bien sûr, je sollicite dans ce lexique de pouvoir les valeurs de capacité et de puissance qui sont liées mais qui ne sont pas exactement superposées. Mais nous apprendrons à discerner dans ce jeu sémantique que des enjeux de compétition, d'arbitrage et de contrôle, figurer le pouvoir et les puissants diminuent-ils le pouvoir des artistes ? L'histoire de l'art nous livrera de précieux diagnostics. Les 3 exposés de l'après-midi nous conduiront vers un autre ensemble de problèmes et d'énigmes. Pour les cerner, je reviens à un auteur que j'aime citer, Richard Caves, qui enseigna l'économie industrielle et l'économie des entreprises à Harvard, mais qui était aussi un passionné des arts, avec qui j'ai d'ailleurs pu échanger quelques années, mais il a disparu trop tôt. Il a publié en l'an 2000 un livre magistral qui s'intitule « Creative Industries, Contracts Between Art and Commerce ». Et ce livre profondément original est vite devenu un classique très cité en économie. C'est d'ailleurs le deuxième livre le plus cité de son œuvre, le premier étant, dans son sujet favori, l'économie des entreprises multinationales, qui est très cité comme un classique de référence. Mais celui-là, Creative Industries, est monté très vite, très haut, ce qui est assez inhabituel sur un domaine qui, en économie, qui sait gérer la valeur de ses sous-disciplines, n'accorde pas facilement de la visibilité à des travaux sur les arts qui ne sont peut-être pas au sommet de la hiérarchie des objets de la discipline. Eh bien non, celui-là, il est monté très vite, très haut dans la visibilité. Et il a été cité aussi, et il est cité aussi beaucoup dans toutes les sciences sociales. Mon collègue Paul DiMaggio a regardé ça de près, qui est sociologue qui a été à Princeton et ensuite à New York University. Et on voit que le livre est cité en sociologie, en géographie économique, en anthropologie, en sciences politiques, ou encore dans ce domaine hybride qui s'intitule les Cultural Studies. Ce livre, vous allez comprendre pourquoi j'en parle. J'aurais aimé inviter Dick Caves, mais c'est trop tard. Le livre et les démonstrations qu'il contient sont organisées à partir de 7 propriétés des arts que sélectionne Dick Caves et qui figurent ici. Et je vais les détailler brièvement parce que je pense que les exposés de cet après-midi se relieront d'une manière ou d'une autre à ces 7 propriétés cardinales des mondes artistiques. Première propriété, nobody knows. Personne ne sait exactement comment atteindre le succès et même l'expliquer. Les créateurs, les producteurs ne savent pas si les œuvres ont du succès et les publics ne connaissent pas d'avance les œuvres avant d'en faire l'expérience. Les œuvres sont des biens d'expérience. C'est donc une sorte d'ignorance symétrique. Mieux, les artistes ignorent largement comment ils procèdent pour inventer et s'interrogent beaucoup pour savoir si le résultat est à la hauteur de leurs aspirations ou de leur vision intérieure. Deuxième propriété, art for art's sake, c'est-à-dire, on traduirait ça littéralement par l'art pour l'art, mais l'idée c'est les créateurs mettent beaucoup de soin à ce qu'ils font. Ils sont mus par une nécessité intérieure, au moins autant ou certainement plus que par l'appât du gain, et ils déploient une quantité d'efforts qui peuvent n'avoir aucune relation directe avec les chances de réussite de leur travail. Troisième propriété, ici, motley crew, ça veut dire une équipe bigarrée, mais l'idée c'est certains arts n'exigent pas de travail en collaboration au stade de la création, mais d'autres l'exigent. Et lorsqu'il faut mobiliser toute une équipe, qui est un assemblage de personnel et de talents, le résultat est le produit de ce qu'on peut appeler une fonction multiplicative. Chacun compte, mais tout se multiplie. Et pas que s'additionner, mais se multiplie. Et pour le comprendre, il suffit de penser à ce raisonnement. Si dans l'équipe, il y a un membre défaillant ou qui ne fonctionne pas bien du tout,
eh bien, dans cette équation multiplicative, une multiplication où il y a un zéro, ça pose un sacré problème. Ça conduit ou à l'échec ou au désastre. Et ça vaut pour bien d'autres problèmes qui montrent comment on peut atteindre des réussites stratosphériques, mais avec le risque, s'il y a une petite mécanique à l'intérieur qui s'enraye, ça peut être coûteux. Quatrième propriété, infinite variety. Le principe même de la création artistique est de se déployer dans une variété infinie ou illimitée de projets et de productions selon le mécanisme de l'originalité. C'est ce qui s'exprime dans ce qu'on peut appeler, avec des caves, une différenciation horizontale entre tous les artistes, chacun œuvrant à se montrer original. Mais une autre propriété, et c'est la cinquième, A-list, B-list, elle opère à l'inverse pour faire pivoter la différenciation horizontale en différenciation verticale. Les artistes et les professionnels des mondes de l'art sont de rang A ou de rang B, les films de rang A ou de série B, etc. Ces repères, bien sûr, de classement et de hiérarchisation ne sont pas définitifs, mais ils orientent beaucoup les jugements, les recrutements, les appariements, les investissements, les réputations et même les choix, évidemment, des publics. Sixième propriété, vous voyez que les titres sont très amusants. C'est un auteur original aussi pour ça. Time flies. Le temps file. Quand le travail de création requiert de la coordination entre toutes sortes d'intervenants, il y a des contraintes temporelles sur l'organisation de cette coordination pour éviter les dérapages budgétaires et pour respecter des agendas précis de distribution des œuvres. Une fois une œuvre mise en circulation, un film, un livre, une exposition de peinture, etc., les délais pour obtenir et retenir l'attention du public sont très courts, car chaque semaine, de nouveaux films ou livres sortent et se disputent l'attention des critiques et des publics. Tout ceci dicte un profil temporel contraignant des retours sur investissement pour les éditeurs, les producteurs de films ou de spectacles et pour la machinerie qui fonctionne de cette manière-là, qui fonctionne à l'excès d'offres, comme on le sait, qui est structurel dans un système où on ne sait pas comment atteindre le succès à coup sûr. Enfin, il y a la propriété ars longa qui dit tout simplement qu'une toute petite partie des œuvres peut connaître une carrière longue, voire séculaire ou même multiséculaire, et une petite partie de ces œuvres peut engendrer pour leurs créateurs et pour les éditeurs et les producteurs des flux de revenus ou des rentes qui sont durables. Toutes ces propriétés, considérées une à une, sont bien connues des artistes et des professionnels des arts, mais c'est leur combinaison et leur imbrication, c'est par leur combinaison et leur imbrication que la singularité de l'organisation des mondes artistiques peut être déchiffrée et expliquée. Nous pourrons bien sûr nous demander pendant ce colloque si cette liste de 7 propriétés est complète. Elle me semble avoir un triple intérêt pour introduire aux questions qui seront abordées dans l'après-midi. Primo, une dimension d'incertitude est omniprésente dès qu'il s'agit de création. La dialectique fondatrice des industries créatives, c'est celle de l'exploration pour inventer et pour détecter de nouveaux talents d'un côté, et ensuite de la concentration des efforts pour tirer parti de succès issus de cette recherche tâtonnante et pour construire des carrières de l'autre côté. Mais cette dialectique est instable et source de déséquilibre structurel. Segundo, l'organisation des activités artistiques pose des problèmes non triviaux, comme diraient mes collègues mathématiciens. Pour les identifier, il faut pratiquer la comparaison avec des activités moins idiosyncrasiques et il faut plonger dans les études de cas. L'expérience de terrain et les leçons de l'histoire constituent de précieuses ressources, on le verra. Tertio, les artistes connaissent des situations socio-économiques et mettent en œuvre des motivations dont l'étude et la compréhension défient les outils habituels de la statistique sociale et l'analyse ordinaire des professions et du marché du travail. Je pense qu'il est possible de relier ces 3 registres d'analyse que je viens de mentionner aux propriétés énumérées par Richard Caves. Mais nous verrons surgir pendant le colloque d'autres plans d'analyse qui enrichiront certainement la panoplie des propriétés constitutives des mondes artistiques.
J'avais dédié mon cours cette année à la mémoire de mon cher collègue et ami Roger Guenry, qui a enseigné l'économie ici. Il est ici, Roger. Il y a 10 jours est décédé un autre ami très cher, Jacques Revel, qui présida l'École des études pendant 10 ans et dont je fus proche. Nous avons dirigé ensemble un numéro de la revue Annales en 1993 qui fut consacré au monde de l'art et qui mobilisa des collègues historiens d'art, sociologues et économistes. Et je veux saluer leur mémoire. Le défi qui donne son titre à ce colloque n'est donc pas nouveau, mais ses facettes se renouvellent. C'est ce que montreront les présentations de ce colloque. Et donc, au travail maintenant pour le démontrer, je vous précise d'un mot encore le rythme du colloque. 3 exposés le matin et 3 l'après-midi. Chaque exposé occupera 1 heure. Et les questions du public seront logées dans cette heure de chaque présentation pour 10 à 15 minutes. Donc vous aurez le temps de poser des questions. Une pause de 10 minutes aura lieu à 11h30 et la pause déjeuner à 12h40. Puis nous reprendrons à 14h avec une pause de 10 minutes à 16h.